Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Est-ce bientôt la fin des Kurdes de Syrie, ou du moins de l'indépendance de leur Rojava? On va revenir sur cette question aujourd'hui avec Adel Bakawan. Il est spécialiste du Proche-Orient. Auparavant, on fera le point avec le colonel Pierre de Jong sur la situation militaire en Ukraine, à l'heure où des négociations ont eu lieu à Abu Dhabi entre Américains et Russes. Et puis, on parlera également un petit peu d'Iran. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Compagnon, qui signe un ouvrage absolument passionnant. Il concerne l'année 1966. Vous saurez pourquoi, à la fin de cette émission, pourquoi il s'est concentré sur cette année. Fin du baby-boom et cœur vibrant des 30 Glorieuses. Point de vue, c'est parti. Bonjour Pierre de Jong. Bonjour. Un groupe aéronaval, c'est-à-dire un porte-avions américain, fait route vers l'Iran. Alors, quand on dit ça, généralement, ce n'est pas l'arme la plus discrète. Est-ce que, comme la guerre, c'est toujours quand même une question de surprise, il faut s'attendre à une attaque américaine sur l'Iran ? Alors tout d'abord, la marine, enfin les marines mondiales et les grandes marines comme la marine américaine, elles ont une fonction de présence, elles doivent être visibles. Donc on voit bien qu'on est dans une phase préliminaire qu'on appelle dans le langage diplomatico-stratégique la gesticulation. Donc c'est une gesticulation tout simplement pour bien montrer que les bateaux vont arriver, là ils sont dans le golfe Persique ou pas tout à fait, ou dans le golfe Arabique peut-être, ils n'ont pas passé Hormuz, je crois pas encore. Ils ont passé le détroit de Malacca, ils viennent de mer de Chine, donc le monde entier, c'est exactement comme il y a de bateaux, comme il y a d'avions sur les bateaux, etc. Donc c'est une manière d'exprimer la force, d'exprimer la puissance, et c'est un message qui est reçu 5 sur 5 à Téhéran. Et Téhéran sait que comment dire, l'armada américaine arrive. Maintenant, on sait qu'avec Trump, dans sa mécanique, ce que j'appelle la diplomatie transactionnelle, on voit que dans cette partie très importante pour lui, dans laquelle il va impressionner, ou en tout cas il va essayer de provoquer un effet de souffle dans la réflexion tactique des Iraniens, et de les amener progressivement en fait à lâcher quelque chose. Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, poussé par Israël, poussé par les conditions géopolitiques locales, je pense que c'est le moment pour les Américains de traiter le problème iranien. Alors, c'est-à-dire ? On voit bien qu'il va au-delà de la gesticulation, je pense qu'il ne laissera pas trop de choix aux Iraniens. Je pense qu'il va utiliser son armement. Il faut savoir qu'un groupe aéronaval, c'est colossal. Surtout l'Abraham Lincoln, qui est le porte-avions qui est en train de se diriger vers le golfe Persique. Il a 90 avions à bord. Il y a des milliers d'hommes. Vous avez des cuirassiers, il y a des sous-marins, il y a des Tomahawks. Donc c'est une force incroyable. Alors, encore une fois, dans l'emploi, c'est pas toujours, il n'y aura pas de débarquement sur les plages iraniennes, bien évidemment, c'est pas ça du tout le sujet. On voit que Trump utilise l'arme militaire, mais c'est toujours une utilisation extrêmement précise. Rappelez-vous la guerre des 12 jours en Iran, rappelons-nous il y a quelques semaines au Venezuela, lorsqu'il a récupéré Maduro, c'est toujours des opérations qu'on pourrait qualifier de chirurgicales. Donc je pense qu'il va essayer d'utiliser et d'aller jusqu'au bout et de finir le boulot qui a été commencé au mois de juin. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une opération type Venezuela, avec arrestation, entre guillemets, capture du moins, du guide suprême, par exemple, ou bien faut-il s'attendre à une nouvelle opération type Iran, celle qu'il a faite il y a quelques mois, qui consiste à frapper certains sites. Vous savez que je pense que les opérations militaires, elles ne se ressemblent jamais. Les finalités sont parfois les mêmes, mais elles ne se ressemblent jamais. Donc j'imagine pas qu'ils veuillent récupérer Khamenei. Ce serait d'abord extrêmement difficile, et ce serait explosif. Qu'est-ce qu'ils en feraient? Donc on voit, ils vont pas l'amener à New York, dans la cellule à côté de Maduro. Enfin, c'est impossible. Donc on voit que ça, c'est impensable. Par contre, ils peuvent provoquer un effet de souffle, parce qu'encore une fois, on voit bien que aujourd'hui, les Américains traitent la question, je dirais, politico-stratégique en étant extrêmement présent, les gesticulations, mais on voit qu'en sous-main, ils travaillent au corps, l'ensemble des bateaux iraniens, la flotte fantôme iranienne qui existe aussi. Et donc aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'assécher les Iraniens qui produisent, que je sache, 3% de la production mondiale de pétrole, c'est énorme. Et donc ils vont essayer, je pense, de mettre en avant, dans le cas de cette gesticulation, de mettre en avant une espèce de stratégie économique pour
mettre l'Iran à genoux. Donc ça ne va pas aller aussi vite qu'on l'imagine. On voit bien que depuis une semaine, les tambours de guerre résonnent, comme on dit, mais je ne suis pas sûr qu'il l'utilise tout de suite. Ça fait partie de la panoplie des moyens qu'il va utiliser. Est-ce que, dernière question sur ce plan-là, est-ce que la tactique ne peut pas consister aussi à amener le groupe aéronaval, ne le laisser rien faire pendant un certain temps, voire un temps certain, et puis à un moment, quand on ne s'y attend plus, l'utiliser? C'est l'effet de surprise. Et ça, c'est c'est la marge de manœuvre qu'aujourd'hui ont les Américains. C'est une surpuissance. Donc, ils peuvent être sur toute une série de fronts à la fois. Hein. On parle de l'Ukraine, on parle de toute une série d'endroits, d'Amérique du Sud, etc. Mais on voit bien qu'il a les moyens aujourd'hui de faire quelque chose. Donc, en fait, cette pression qu'il exerce aujourd'hui sur le pouvoir iranien doit être extrêmement perturbante. Parce que, supposons un exemple, qu'on met Ramenei dans au fin fond d'une grotte bien protégée, etc., avec un bunker. Il va rester combien de temps? Il ne va pas rester 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, la force américaine, vous savez qu'un sous-marin nucléaire a une motorisation nucléaire, et donc il peut rester éternellement dans le golfe de Persique ou dans le golfe arabique. Donc, encore une fois, ils n'ont pas au-delà du fait que les pilotes vont se fatiguer ou que les équipages peuvent se fatiguer, mais la machine aujourd'hui, la machine militaire, marine américaine, elle peut rester éternellement dans le golfe arabique. On va, puisque vous avez évoqué un autre front, puisque les Américains y sont aussi, d'une certaine manière, sur le front ukrainien, on va l'aborder maintenant. Quelles sont les garanties de sécurité sur lesquelles les Américains et les Ukrainiens, d'abord, se sont mis d'accord à Davos? Alors le vrai problème, encore une fois, c'est qu'ils se sont mis d'accord, rappelons-nous, sur le dos des Européens. Et ça, c'est assez cruel. Je ne parle pas des Américains et des Russes, hein. Je parle des Américains et des Ukrainiens. Et les Ukrainiens, je suis bien d'accord. Donc à Davos, on voit bien que Zelensky a eu des prises de position sur l'Europe qui étaient pour le moins surprenantes quand on voit l'effort que font les Européens pour l'aider financièrement, militairement, etc. D'autant que Volodymyr Zelensky a réclamé ce dimanche encore du soutien à ses alliés. Dans quel but ? En fait, il joue 2 cartes à la fois. Il joue à la carte européenne, il sait que les Européens sont plutôt moteurs, parce que les Européens sont concernés évidemment par cette guerre en Ukraine, par la proximité géographique, par le fait qu'il y a énormément d'Ukrainiens en Europe, etc., etc. Donc ils sont concernés directement par la guerre en Ukraine, au-delà du fait que politiquement, on voit bien que les chefs d'État comme le président Macron sont engagés de façon extrêmement forte. Donc derrière tout ça, on voit bien apparaître la question du leadership d'un État européen, la France, sur l'Union européenne. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas très bien. Pourquoi ? Parce que les Allemands, aujourd'hui, résistent à ça. Ils se considèrent, eux, comme leaders de l'Europe. Et les Polonais n'écartent pas la possibilité d'être leaders. Donc tout ça, on est dans un jeu trouble qui concerne assez peu l'Ukraine quelque part, mais dans lequel l'Ukraine sert de moyen pour essayer d'apparaître comme étant leader d'une Europe. Je reviens justement sur le deal entre Zelensky et Trump à Davos. De votre point de vue, vous disiez ils se sont mis d'accord sur le dos des Européens. Ils se sont mis d'accord sur quoi ? En fait, on ne le sait pas. Pour que je sache très concrètement, on n'en sait strictement rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est que Zelensky, il joue la carte de la garantie. C'est-à-dire qu'il se dit, si j'énerve l'aigle américain, il va fondre sur moi à la vitesse de l'éclair et je vais te balayer. Le problème, c'est que c'est un jeu à 3. C'est que c'est les Ukrainiens, les Européens, les Américains. Le premier qui lâche, les 2 autres s'effondrent. Donc le premier, il faut que les 3 fonctionnent ensemble. On voit bien que la force de réassurance ou la force de coalition ou la coalition des volontaires, telle qu'elle est appelée, elle ne peut pas fonctionner sans un appui américain. Donc, et les Américains, à Paris, il y a une quinzaine de jours, se sont engagés à soutenir cette coalition. Mais pour faire quoi ? Point de suspension, personne n'en sait rien, on verra bien. D'autant que l'ensemble de ces projets sont subordonnés à un accord, à un feu vert de Poutine, qui, à l'heure où on parle, que je sache, il dit rien, il dit simplement on verra plus tard, on verra quand sera le moment. Alors, donc on est dans une espèce de brouillard extrêmement étrange dans lequel il n'y a aucune certitude. Alors précisément justement sur la réaction des Russes et sur l'attitude des Russes, je vous propose d'écouter ce que nous disait Emmanuel Todd il y a un peu plus d'une semaine sur notre plateau, sur cette situation et sur la situation en Ukraine et notamment les relations entre les États-Unis, la Russie et ces 2 puissances avec le reste du monde. On répand petit à petit l'idée que l'Amérique est plus dangereuse que la Russie. Et donc les Russes ne vont plus avoir à faire semblant de négocier, parce qu'ils faisaient semblant de négocier pour faire plaisir aux autres pays des BRICS, pour faire plaisir aux Brésiliens, pour faire plaisir aux Chinois, pour faire plaisir aux Saoudiens. Maintenant, comme tout le monde a en dehors, même maintenant en France,
je veux dire, ce qui devrait apparaître petit à petit, c'est l'idée que les États-Unis sont beaucoup plus dangereux que la Russie pour la paix de la planète. Et donc les Russes ne vont plus avoir à se gêner. Et logiquement, c'est une semi-prédiction, ils devraient taper plus fort et visiblement pour essayer de conclure la guerre. C'est aussi votre analyse? Alors, je nuancerai le propos parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a une répartition des rôles. Trump, il a le rôle de gendarme du monde, avec des moyens, encore une fois, il ne fait pas la guerre. Hein. C'est Maduro, c'est les opérations coup de poing, etc. On n'est pas sur le modèle débarquement Normandie. Et on pense malheureusement qu'il va vers ça, mais je n'y crois pas du tout. Il est extrêmement prudent. Mais en fait, sa puissance lui permet de démultiplier les points d'opération ou les sites de projection de sa force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ce cadre-là, on voit bien qu'il l'a dit à différentes reprises, il considère que l'Ukraine est un problème européen. Donc en disant ça, très concrètement, il nous a, nous, Européens et les Africains également, abandonnés à l'influence russe. Donc on a un énorme problème. Donc aujourd'hui, Poutine n'a rien à faire. On voit d'ailleurs qu'il ne fait pas grand-chose. Sur le front, ça progresse tranquillement. Côté de bombarder, on est en plein hiver, ils ont à moins 20 degrés. 138 attaques de drones, hein, c'était peut-être pas la nuit dernière ou la nuit d'avant, en tous les cas, ça continue de frapper. Oui, parce qu'en fait, et en plus, grâce à l'agitation de Trump, on voit bien que la guerre en Ukraine est passée au deuxième point. Aujourd'hui, en Europe, on s'intéresse plus trop à l'Ukraine, d'autant que c'est l'Europe et c'est l'hiver, et il n'y a pas d'opération majeure. Donc, on est toujours sur le même modèle, un modèle de grignotage, des éléments ou du système défensif ukrainien. Et le deuxième point, un bombardement systématique avec des drones et des missiles sur les arrières, dans la profondeur, comme on dit, en Ukraine. Donc ça ne change pas grand-chose. En fait, Poutine a carte blanche. Quelle que soit l'attitude de Trump, moi je pense que Poutine ne s'intéresse pas au fait que, et c'est là que je suis en désaccord avec d'autres, je ne pense pas que Poutine ait besoin d'avoir un Trump qui agite le système pour se dire je vais le faire. En fait, il est dans sa logique, il ne changera pas, parce que lui aussi dans un bunker, lui aussi dans une logique extrêmement rigide, et donc il n'a pas besoin. Trump est un allié objectif. Mais je pense même pas qu'ils n'en parlent même pas. En fait, ils en profitent. Et il y en a un troisième dont on parle assez peu, c'est Xi Jinping, qui profite aussi de la situation, parce que malgré le fait que Biden, pendant des années, a dit très clairement que la Chine était, l'ennemi principal, ça a disparu de la doctrine cette semaine. La doctrine américaine militaire vient de sortir, et en fait, on voit bien que, au-delà de l'intérêt manifesté par les Américains sur les problématiques du Pacifique, on voit qu'aujourd'hui, la vraie question, encore une fois, des Américains, c'est la politique intérieure. C'est son sujet absolument majeur. Et puis le deuxième, c'est tout ce qui concerne l'Amérique du Sud. Point final. Et c'est marqué noir sur blanc dans la nouvelle doctrine qui est sortie cette semaine. Donc c'est très intéressant. Parce que nous, on imagine qu'il est dans une autre logique mondiale. Pas du tout. Il est dans une logique d'ONRO, comme on dit maintenant, dans laquelle il travaille essentiellement dans sa zone. Peut-être un mot quand même. On vient de voir une carte. Quelle est la situation exacte aujourd'hui sur le terrain ? En Ukraine, oui. En fait, elle a assez peu changé, mais malheureusement, elle a changé de façon psychologique. Concrètement, les Russes progressent tranquillement. Je dirais tranquillement, c'est quelques kilomètres par semaine, et ils vont avancer. Premier point. Le deuxième point, on a parlé des villes, et ils bombardent systématiquement les villes, et puis les installations énergétiques, les dépôts, les centres de commandement, etc. Ça, c'est la partie militaire. La partie psychologique est très importante, parce que je pense que, la population ukrainienne est lassée de ce conflit. On parle de 20 000 déserteurs ukrainiens, ce qui est énorme. Donc la population ukrainienne, elle souffre énormément. Cet hiver a été extrêmement difficile. On parle de température de moins 20, moins 30. Donc c'était extrêmement difficile. Et deuxième point, sur le front, il y a un problème de fond. C'est que la Russie, on a oublié, elle fait 145 millions d'habitants. L'Ukraine, en son temps, elle en faisait 45. Aujourd'hui, il en reste combien? Donc bilan, encore une fois, en termes d'effectifs, en termes de volume de force, encore une fois, les Ukrainiens, ils sont au bout du bout. Et pourtant, alors il y a une polémique assez intéressante là qui s'est produite ce week-end en Russie suite à des vidéos qui montraient des personnalités russes qui se pavanaient à Courchevel pour le compte d'une chaîne de magasins. Certains soldats eux-mêmes russes ont fait des vidéos et ont dénoncé une indécence dans cette virée dans la station française. À l'heure où des soldats se font tuer en Ukraine, on compte 250 000 morts dans les rangs russes, selon les décomptes occidentaux. Est-ce que cette polémique n'est pas aussi le signe qu'on commence à tirer la langue côté russe? Oui, bien évidemment. Encore une fois, je pense que les deux pays c'est très difficile pour eux, bien évidemment. Mais la Russie a un énorme avantage, c'est que Poutine, c'est le chef.
Donc la mécanique, elle vient de lui. Je ne dis pas que c'est Adolf Hitler, parce que la comparaison est malvenue, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le boss. Et donc il n'y a rien qui bouge. C'est comme Trump. Aujourd'hui, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Alors il va y avoir des tensions, etc., mais il fait ce qu'il veut. Donc on a la superpuissance, vous avez la superpuissance militaire, mais en plus, vous avez le charisme, la force de le faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, alors Zelensky là aussi, bien évidemment, mais derrière, il n'a pas l'outil militaire qu'ont les Russes. Donc c'est tout un problème, d'autant qu'aujourd'hui, il est obligé de faire le tour des capitales européennes pour réclamer des fonds et de l'armement. Donc encore une fois, on n'est pas dans la même situation. Donc c'est vrai que les deux pays et la Russie, probablement, ils sont lassés, mais je pense très sincèrement que l'Ukraine se lassera plus vite que la Russie. Un travail très sérieux reste encore à faire pour parvenir à un règlement du conflit. C'est ce qu'affirme le porte-parole du Kremlin ce matin, Dimitri Peskov. Quel est l'enjeu dans la négociation actuelle des deux côtés, nous dit Alain Barluet, notre correspondant à Moscou, dans un papier qu'il a fait parvenir ce week-end. Les belligérants estiment avoir plutôt à perdre en cédant à la négociation aujourd'hui plutôt que cet automne. C'est ce que lui glisse un bon observateur à Moscou. Est-ce que c'est le signe que la guerre, malgré tout, peut encore durer ? Oui, parce que c'est une guerre qui a changé de modèle. On n'est pas sur le modèle de l'année dernière ou il y a 2 ans, avec des attaques frontales linéaires avec 30 000 morts. Rappelons-nous la bataille de Bakhmout en 2023 où Prigojine annonçait 30 000 morts. Là, on est sur un combat totalement dilué à cause des drones principalement, à cause des moyens de détection, à cause du brouillage. Donc on est sur une guerre diluée. Lorsque je dis que les forces russes avancent de quelques kilomètres, ils avancent avec des micro-bataillons ou des compagnies à 100 par exemple. Donc en fait, c'est de l'infiltration, parce que les unités ne peuvent pas sortir de leur trou. Quand elles sortent de leur trou, elles sont identifiées immédiatement par les drones. Donc en fait, pour éviter ces pertes-là, il faut qu'ils attendent le mauvais temps, le brouillard, et ça pour avancer. Donc on est sur une guerre totalement imbriquée, totalement diluée, qui est en fait extrêmement difficile, qui implique une infanterie, principalement, je dirais, extrêmement aguerrie. Et les deux armées le sont. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est une armée qui n'est pas destructrice. C'est une guerre qui n'est pas destructrice maintenant. Il n'y a pas les 1000 morts par jour qu'on évoquait il y a 2 ans. C'est fini. On est sur des pertes locales, on est sur des petits combats localisés, donc on n'est pas du tout sur le même conflit. Mais on n'est pas du tout sur le même conflit. La tactique consiste, si je vous suis, aujourd'hui, à tenir et à grignoter jusqu'à faire finalement craquer son adversaire. Oui, mais c'est vrai que les drones ont changé fondamentalement le caractère du combat. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, l'armée de terre russe et l'armée de terre ukrainienne, parce que les deux armées ont exactement les mêmes problématiques. Aujourd'hui, les Russes ont autant, voire plus de drones que les Ukrainiens. On est dans le même mode de conflit. Donc ces deux armées s'immobilisent. En tout cas, elles sont lentes à cause de la capacité globale des deux belligérants à savoir où se trouve l'ennemi, entre guillemets, et l'autre côté, le détruire. Causer des drones qui s'installent sur un carrefour, qui attendent avec une caméra, il n'y a rien qui bouge, il se met en route automatiquement dès qu'il a identifié un objectif. Et non seulement il le fait, il va attaquer, mais en plus il va prévenir des drones qui sont en attente derrière, à quelques centaines de mètres, ils vont décoller en même temps, et ils vont attaquer en essaim une colonne de blindés ou une colonne de véhicules. Donc on est sur une guerre totalement innovante, totalement nouvelle, et là effectivement qui provoque encore une fois une immobilisation du front. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une transformation, comme en 1917 en France, pour la Première Guerre mondiale, il peut y avoir une modification qui serait apportée par le mouvement. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement. On est sur une guerre qui est linéaire, quasiment immobile. Si l'un des deux perce d'une façon ou d'une autre, il peut bouleverser complètement les rapports de force, et là, il peut y avoir quelque chose. Mais pas maintenant. En plein hiver, à des -20, personne ne bouge. On est sur un modèle dans lequel les gens sont... C'est une guerre cristallisée, c'est une guerre totalement, que je dirais, bloquée. On verra au printemps ce qui va se passer. Mais ça peut durer un certain temps, et moi j'imagine que cette guerre peut durer encore plusieurs années. Merci beaucoup Pierre de Jong, et pendant que dure cette guerre, on peut lire Poutine, Lord of War, c'est chez Mareuil, et c'est le livre que vous avez, votre dernier livre, et bien évidemment que l'on recommande. Dans l'actualité, hors des radars d'ailleurs, le sort de plus en plus précaire et de plus en plus menacé et incertain des Kurdes de Syrie, comme le révèlent ces témoignages qui ont été recueillis sur le terrain. آری راست تصابی راست بیشتری هیا مدخل نبگرن جیل خو و بیان باور نکن بگرن عالم بکن ما هاتی هم دبی کردی ما تزرع نگودی کسی ما تزرعی کردار کسی نبیه اما قصان نام عرب دکتر ما جام عیشن یا تزرع ما کسی نبیه اما المدن ام طول دوران ام درگرن وراتنا ام میزنم که تو بگرم تصابی بگرن جی. داوی دست ماره، داوی دست ماره. نه غوزه،
لا لا نتسي لا تشتغل أنا قتشك أبغى حتى شو ده هاي يوم ده في حولي دولا أم كشيء شيء هو في غازة نا بوي هوز نا بوي غليزة حتى شو أم كيف زحمة ديالك شينا أم تمي راف مولي ما بتبين جور فرودي شرف لا بجيب براف أرد أم فدارين أم ناوي الخرب. Bonjour Adel Bakawan. Bonjour. Quelle est la situation à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle sur le terrain? Les Kurdes de Rojava ont perdu ou abandonné, parce que tout simplement il n'y a pas eu de combat, de ce qu'on appelait auparavant le nord-est de la Syrie. Dans le nord-est de la Syrie, on a des territoires très très vastes arabes, mais aussi on a le Rojava. Donc les Kurdes qui étaient sous la pression américaine entre 2014 et 2017 pour aller au-delà de leur Rojava historique, c'est-à-dire de leur Kurdistan historique, et aller plutôt dans les localités arabes. Aller dans les localités arabes comme Deir ez-Zor, comme Raqqa, qui était la capitale du califat de Daesh. Et donc ils ne voulaient absolument pas y aller parce qu'ils savaient que ce n'était pas leur territoire et leur population. Mais les Américains qui finançaient les Kurdes ont mis la pression terrible et énorme. J'ai discuté avec le général Mazloum Abdi personnellement et je sais de quoi je parle. Et donc, ils ont accepté sous la contrainte. Et ils ont donné 13 000 martyrs pour libérer la population et le territoire de la barbarie de Daesh. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont lâchement lâchés par la communauté internationale et ils sont regroupés dans leur localité, c'est-à-dire Kobané. Et on va y revenir. Que veulent aujourd'hui les Kurdes de Syrie? D'être protégés d'abord, parce qu'il y a un massacre en cours, d'être protégés de qui? Il y a un massacre, c'est-à-dire que vous nous dites d'un côté, ils ont abandonné ce qui n'était pas le Rojava historique, donc pour se replier sur leur territoire historique, pour se replier sur leur base, mais s'il y a abandon, il n'y a pas combat, donc il n'y a pas massacre. Ah non, alors donc dans les territoires arabes, contrôlés auparavant par les FDS, les forces démocratiques syriennes, les Kurdes, sont les Kurdes exactement. Là, il n'y a pas eu de combat. Et le général Mazloum a donné l'ordre à ses partisans de se retirer. Qui est le général commandant les troupes kurdes de Syrie. Exactement. Et le représentant du Rojava. Donc, il a donné l'ordre à se retirer vers Kobané, vers Hasaka et vers Kamishlu. Kobané, qui est la capitale du Rojava. C'est plutôt Kamishlu qui est la capitale, mais Kobané, c'est une ville symbole qu'on connaît très bien. Et donc là, il n'y a eu pas de combat. Ce matin, il a fait un discours parce que les 3 localités kurdes sont encerclées par des milliers et des milliers de combattants, non seulement de l'armée, mais aussi des tribus arabes. Là, ils ont prolongé le cessez-le-feu qui était prononcé pour 4 jours à 2 semaines. Pourquoi? Parce que pendant les 2 semaines, les États-Unis d'Amérique souhaitent déplacer 7000 prisonniers de Daesh vers l'Irak. Alors, ces prisonniers étaient sur des territoires qui sont des territoires qui étaient des territoires arabes ou bien qui étaient des territoires kurdes? Les deux. Arabo-kurdes. Pourquoi les Américains veulent le transfert des prisonniers de Daesh vers l'Irak? C'est une très bonne question. Auparavant, ils pensaient que la nouvelle armée syrienne était tout à fait disposée pour remplacer les Kurdes, pour garder ces prisons et ces camps. Sachant que dans ces camps-là, il y a 40 000 personnes. Sur les 40 000 personnes, il y a 9 000 combattants de Daesh. Et parmi les 9 000 combattants, il y a des cadres dirigeants très 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 importants de Daesh. Par exemple, ce matin, le ministre des Affaires étrangères irakien l'Irak qui a récupéré 150 pour le moment, il disait parmi les 150, il y a des cadres dirigeants de Daesh qui savent parfaitement fabriquer des armes de destruction massive, par exemple des bombes chimiques, qui appartenaient auparavant du régime de Saddam Hussein, que vous connaissez très bien. Et donc là, on est vraiment face à une situation très dangereuse. Les Américains, rapidement, ils ont pris conscience que cette nouvelle armée syrienne n'est absolument pas préparée, formée pour remplacer les Kurdes, sachant que les Kurdes entre 2014 et 2024 étaient accompagnés et formés professionnellement par les Américains pour garder ces prisons. Et donc, ils ont négocié avec l'Irak, à qui pour le moment il y a une confiance relative, pour garder d'une manière provisoire les 7000 les plus dangereux. Les Kurdes avaient pu résister contre Daesh, 2014, vous vous rappeliez la bataille de Kobané à l'époque, et avec le soutien américain et européen. Mais ont-ils encore ce soutien? Non. Non, clairement non. Les Américains... Même plus français?
Si, écoutez, le président de la République a appelé 6 fois en une semaine. Il a appelé plusieurs fois le général Abd Mazloum, il a appelé 2 ou 3 fois le président syrien, il a appelé 3 fois le président kurde Nechirvan Barzani. Et donc, le président de la République, la France tente d'apaiser la situation, mais hélas, la France, à elle seule, n'a pas les leviers suffisants pour pouvoir agir sur les directions. Mais par contre, oui, les Américains ont lâchement lâché les Kurdes qui étaient adoptés et qui étaient leur allié stratégique pour désormais travailler directement avec Ahmad Shara. Alors, on incrimine les Américains, un peu les Européens, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème ? Ce sont les autres Kurdes, c'est-à-dire les Kurdes de Turquie ou les Kurdes d'Irak qui ne soutiennent pas leurs frères syriens. Écoutez, je fais des études sur l'univers, l'espace kurde depuis à peu près 20 ans. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais observé un tel consensus kurde transversal par rapport à ce qui se passe au Rojava en ce moment. Il y a des milliers et des milliers de manifestations et des manifestants dans la rue, à la fois en Turquie et en Irak, pour soutenir le Rojava. Et le Rojava très très content, sachant que Massoud Barzani, le président kurde, c'est lui qui négocie directement avec les Américains, avec le Rojava et avec Damas, pour éviter ce massacre collectif qui est en train d'être organisé. 7000 prisonniers donc, djihadistes détenus par les forces kurdes, 150 prisonniers donc, ont été transférés aux Américains. Donc il y en a quand même encore plus de 5000 qui sont encore aux mains des Kurdes aujourd'hui. Non, encore aujourd'hui, il y a sur les 9000 combattants de Daesh, il n'y a que 150 transférés pour le moment en Irak. Il reste donc, le reste, c'est en pleine négociation avec l'Irak, parce que tout simplement, l'Irak n'a pas des infrastructures adaptées pour intégrer les 7000 ou les 8000. Sachant que sur les 9000, il y a 12 400 de 60 nationalités différentes, y compris les nationalités européennes, y compris les Français, bien évidemment. D'où, par exemple, et on sait très bien que l'Irak fait partie des pays les plus corrompus sur cette planète. Une des sorties de prison par le biais de la corruption est tout à fait envisageable et tout à fait possible. C'est un vrai risque de transférer ces prisonniers en Irak. Autrement dit, avoir 7000 prisonniers hautement dangereux sur le sol irakien, c'est vraiment un vrai risque pour l'Europe. Vous disiez tout à l'heure que face aux forces kurdes, face au FDS, se trouve à la fois l'armée syrienne, en tout cas les éléments de l'armée syrienne, tant cette armée est disparate, et des tribus arabes. Mais d'où sont ces tribus arabes, justement ? Les tribus arabes de Deir ez-Zor et de Raqqa, qui étaient auparavant alliés des FDS. C'est ce que j'allais dire, il y a eu un retournement d'alliance. Exactement. En fait, d'abord, avant FDS, ils étaient alliés avec Daesh, parce que le territoire était dirigé par Daesh. Et donc, une fois les FDS sont arrivés, ils se sont alliés avec la pression américaine au FDS, ils se sont intégrés dans FDS. Et maintenant... Parler des tribus arabes. Hein. Exactement. Et maintenant, la nouvelle armée de Ahmad Shara arrive, il quitte les FDS, il quitte les Kurdes et il s'allie avec Ahmad Shara. Sachant que, juste une petite remarque, lorsqu'on parle de l'armée d'Ahmad Shara, on parle de cette armée qui a massacré les Alawites sur la côte. 1600 Alawites ont été massacrés. Ahmed al-Shara avait condamné le massacre. Ok, donc, alors qu'est-ce qui change ? Qui a massacré les Alawites ? Son armée, n'est-ce pas ? Même si le président condamne, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que le président n'a pas condamné les massacres pour la question de respectabilité et de crédibilité ? Est-ce qu'il a mis en place des mécanismes pour que ce massacre n'ait pas lieu ? Et pourquoi, après le massacre des Alawites, on a assisté en live le massacre des Druzes à Souaïda, n'est-ce pas ? Alors donc, on est passé par les Alawites pour arriver aux Druzes, et aujourd'hui, c'est les Kurdes. Le problème, cher monsieur, ce n'est pas... Les Kurdes craignent de subir le même sort qu'ont subi les Alaouites et qu'ont subi les Druzes. Oui, absolument, parce qu'en fait, derrière eux, on a la Turquie qui a fermé les frontières, et en face à eux, il y a 500 groupes ultra radicalisés qui forment la nouvelle armée syrienne. Et ensuite, vous avez les Américains qui soutenaient auparavant. Aujourd'hui, ils ont lâché les Kurdes. D'un point de vue humanitaire, la situation
à Kobané, donc cette ville importante du Rojava, semble très tendue. Oui, absolument. Ce matin, j'ai reçu plusieurs Plus images. d'électricité, ça fonctionne que grâce au groupe électrogène qui manque de plus en plus de carburant. Absolument. Et au-delà de ça, le froid et la neige tombe massivement. Et ce matin-là, on m'a envoyé des informations précises de la part d'un de nos chercheurs qui est à Kobané. Et 5 enfants ont été morts à cause du froid. Hein. Donc oui, il y a une urgence, une urgence aussi importante que ce qu'on a vécu à Gaza, à Kobané, mais aussi dans les autres territoires. Est-ce la même chose à Khamchil, l'autre poche de résistance? Oui, absolument, absolument, parce que tout est encerclé. La seule frontière, c'est 32 km avec le Kurdistan irakien. Pour le moment, ce point de frontière est ouvert là, ce point de passage. Jusqu'à quand, on ne sait pas, parce qu'à un moment donné, les Américains peuvent intervenir pour dire au GRK, au gouvernement régional du Kurdistan, vous devez là aussi vous fermer les frontières. Et on sait très bien que le GRK ne pourra pas résister par rapport aux Américains. Autrement dit, malheureusement, aujourd'hui, ce sont les Américains. Et dans les Américains, c'est Tom Barrack qui n'a absolument pas un parcours diplomatique. Hein. C'est un homme d'affaires qui est venu... Le représentant américain. Hein. Qui représente Donald Trump dans la région. Si jamais il donne l'ordre au GRK de fermer ce point de frontalier entre les deux, là aussi, le Rojava sera totalement encerclé. Les Kurdes peuvent-ils compter sur un soutien des Russes? Ah non, absolument pas. Les Russes n'ont pas les réseaux marxistes kurdes. Non, mais déjà la Russie a fait son deuil du marxisme, du léninisme. On n'est plus dans ce paradigme. Même si c'est le cas. Même si les hommes ne le sont plus, ils existent encore, hein, c'est pour ça. Même si c'est le cas, ni la République islamique d'Iran, ni la Russie ne peuvent pas aider territorialement parlant le Rojava, parce que le territoire est coupé. On n'a plus un régime de Bachar al-Assad, n'est-ce pas, avec qui on partage des frontières. L'Irak, des milices, aujourd'hui est totalement contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Oui. Le Rojava est surveillé par les Américains, non. Vous parliez justement d'échanges avec le président Barzani. Est-ce que les Kurdes irakiens peuvent apporter une aide à leurs frères syriens? Écoutez, le président Barzani était clair. Il était au Vatican pour une discussion avec le pape il y a 2 jours. Un journaliste lui demande, est-ce que, comme 2014, vous êtes disposé à envoyer des peshmerga à Kobané? Il a dit, je suis tout à fait disposé à envoyer des peshmerga, mais malheureusement, les rapports de force ont changé. Les logiques de fonctionnement de la coalition internationale ont changé. Aujourd'hui, la coalition internationale ne me permet pas d'envoyer des peshmerga à Kobané. Sinon, je suis tout à fait disposé à l'envoyer. Donc, non, le GRK ne peut pas envoyer des peshmerga pour s'engager au combat. Mais par contre, des populations kurdes du sud du Kurdistan, du Kurdistan irakien, des milliers de Kurdes, oui, ils ont traversé les frontières et ils se trouvent actuellement à Qamishlo et à Hasaka. La Turquie peut-elle récupérer une partie du Rojava en cas de reddition des Kurdes syriens? Je pense pas. Certes, le Kobané, la ville de Kobané est totalement encerclée à la fois par la Turquie au nord et par l'armée syrienne au sud. Mais l'objectif de la Turquie n'est pas récupérer Kobané parce que ce n'est absolument pas gérable pour la Turquie. C'est plutôt donner la main à cette nouvelle armée de Ahmad al-Shara qui est un allié stratégique de la Turquie pour contrôler la ville. Et on sait très bien, pardonnez-moi juste une dernière phrase, on sait très bien ce qui s'est passé à Afrin. Lorsque les groupes radicaux syriens à l'époque, en 2019, qui forment désormais la nouvelle armée syrienne, ont contrôlé l'enclave Afrin, on sait très bien qu'il y a eu à la fois la déportation et vraiment des crimes contre l'humanité dans la ville. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, Adel Bakawan, est-ce que les Kurdes, finalement, ne sont pas assurés d'une défaite ou bien est-ce qu'ils vont se battre jusqu'au bout en espérant un retournement des alliances et un retournement des soutiens, comme ça a été le cas en 2014 à Kobané? Très très rapidement, 3 scénarios possibles. Le premier scénario, la négociation est en cours entre le président syrien et le général Mazloum. Les 2 semaines-là, ils doivent absolument conclure à il y a un cessez-le-feu actuellement. Un accord là, voilà. Donc ce scénario est tout à fait possible pour intégrer les Kurdes au sein de la nouvelle Syrie.
arriver, même si j'y crois pas trop. Le 12e scénario, c'est transformer le Rojava en nouvelle Gaza. C'est ce qu'il a dit, le général Abdi. Le général Abdi a dit, nous allons combattre cette fois, c'est pas Deir ez-Zor, c'est pas Raqqa, c'est notre territoire, là, c'est notre Rojava. On va combattre jusqu'à le dernier homme et la dernière femme de Rojava. Et le 3e scénario, c'est que les Américains, à un moment donné, ils vont, sous la pression de la communauté internationale, prendre conscience que la situation n'est pas gérable et garder la situation telle qu'il est. Merci beaucoup, on continuera de suivre ça, bien évidemment. Merci Adel Bakawan, je recommande votre livre, hein, La décomposition du Moyen-Orient, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Chose promise, chose due, Antoine Compagnon est de retour sur le plateau de Point de Vue. Il s'est intéressé à l'année 1966, il en a fait même un livre, un gros livre, il est comme à l'image de l'auteur, érudit, précis, passionnant, quoique étonnant. Pourquoi 1966 ? Peut-être un élément de réponse avec ce qui se passe cette année-là, autour de l'œuvre d'un écrivain bien connu d'Antoine Compagnon, Marcel Proust, du moins ce qu'il nous en disait au cours du bicentenaire du Figaro. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque nouvelle génération, j'ai envie de dire, il y a de nouvelles raisons de lire Proust. J'aime bien résumer cela ainsi. Pendant assez longtemps, au fond jusqu'aux années 1960, on a lu Proust bien qu'il fût juif et homosexuel. Et puis il y a un moment où, au contraire, on s'est mis à lire Proust justement parce qu'il était juif, sa mère était juive, et parce qu'il était dans la culture gay, comme on a dit. Donc on trouve toujours de nouvelles choses. Il y a un moment où on a lu Proust volontiers, dans les années 60, parce que c'était la mode de la psychanalyse et de Freud. Et au fond, tout le début, les rêves, le sommeil, ça ressemble un peu à Freud. Bonjour Antoine Compagnon, c'est très intéressant de vous entendre évoquer Proust et comme vous le dites très bien dans un précédent livre qui s'appelle Le démon de la théorie, la réception autour de Proust, parce que finalement, derrière le phénomène Proust et la redécouverte de Proust et la façon dont on lit Proust à l'époque que vous évoquez, il y a beaucoup de choses qui sont charriées et c'est ces choses que vous abordez dans votre livre. Vous consacrez quand même tout un chapitre à Marcel Proust qui devient à cette époque Proust. Et oui, c'est l'année où on n'intitule plus les livres Marcel Proust et les signes, le livre de Deleuze, mais la seconde édition s'appelle Proust et les signes. On n'a plus besoin de dire Marcel, le livre de Jean-Yves Tadier, Proust et le roman. Proust, je dis, c'est un peu devenu une marque. On est entré dans une société des loisirs, une société de consommation culturelle, avec beaucoup d'avantages. C'est le livre de poche qui a fait entrer Proust dans les bibliothèques des jeunes gens, comme moi. Moi, j'avais 15-16 ans à cette époque-là. J'ai acheté Proust en livre de poche. Je ne l'aurais pas lu s'il n'était pas tombé dans le livre de poche. Et vous avez expliqué notamment d'ailleurs que à ce moment-là, le livre de poche devient vraiment une collection littéraire. C'est-à-dire que la littérature fait son entrée dans le livre de poche. Le livre de poche est créé un peu plus tôt, en 1953, mais c'est des titres vraiment populaires qui sont publiés jusqu'au milieu des années 60 dans le livre de poche. Au milieu des années 60, il y a comme on dit, un lectorat assez important. Bon, il y a de plus en plus de bacheliers, il y a de plus en plus d'étudiants, il y a de plus en plus de ceux que j'appelle la nouvelle classe intellectuelle, les jeunes cadres qui ont fait des études, qui lisent Proust, qui lisent la littérature. Donc le livre de poche, vers ce moment-là, devient, je dirais, plus haut de gamme que dans les années 50. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi 1966 comme année de référence ? Écoutez, c'est l'année durant laquelle je suis arrivé en France, venant des États-Unis, où j'avais passé une bonne partie de mon enfance. Et vous avez passé aussi une bonne partie de votre carrière après. Et ensuite, oui, voilà, j'y suis retourné parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Enfin, je n'aime pas tout, notamment tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, mais c'est un pays auquel je suis attaché. Et j'ai découvert la France et j'avais l'impression qu'il se passait beaucoup de choses. J'avais 15-16 ans, c'était très vivant, très dynamique et j'ai voulu le vérifier. Donc j'avais fait un cours au Collège de France en 2011 sur cette année. Et en effet, j'ai constaté que c'était l'année, le sommet des 30 Glorieuses. C'est l'année où, je l'ai dit au début, la courbe de la natalité s'infléchit.
et la courbe de la productivité s'infléchit. C'est-à-dire qu'en 66, les Français et les Françaises commencent à faire moins d'enfants et à prendre plus de vacances. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont plus riches qu'ils ne croyaient, et donc, en effet, c'est l'année où 50% des foyers sont équipés d'une télévision, ce qui veut dire que, en gros, tout le monde voit la télévision, et on se souvient de la campagne électorale. Bon, tous ceux qui étaient adolescents et plus à cette époque se souviennent des entretiens entre le général de Gaulle et Michel Droit entre les deux tours de l'élection présidentielle de décembre 65. Tout le monde a vu ça, parce que la télévision était dans la moitié des foyers. Alors justement, on est au zénith des 30 Glorieuses, et vous ne parlez pas beaucoup des affaires au sens business, au sens économique du terme. Écoutez, c'est une année ordinaire de ce point de vue. C'est une année socialement qui n'est pas très agitée. Hein. C'est une année entre 1945 et aujourd'hui, l'année où il y a eu le moins de grèves, c'est 1965. Le moins de jours perdus, comme on dit. Hein. Et l'année 66 est tout à fait dans la norme. Donc ça ne prépare pas 68 de ce point de vue. Alors que 67, il y aura de grandes grèves. Oui. Mais c'est d'autres choses peut-être qui préparent 68, et vous y revenez, on va y revenir. Vous n'évoquez quand même pas, ou très à la marge, un événement qui est retentissant par les conséquences qu'il a eues et qui rentre tout à fait en résonance avec tout ce mouvement intellectuel et toute ces tournants intellectuels qu'on connaît cette année-là et sur lesquels on va revenir. Mais c'est un événement qui a eu vraiment un retentissement social et intellectuel aussi, qui est le Concile Vatican II. Ah, je l'évoque. C'est la conclusion, décembre 65, c'est la conclusion de Vatican II. Et au printemps 66, c'est l'abolition de l'index des livres interdits. Donc, l'Église catholique a fait son aggiornamento. Ça a pris quelques années, mais c'est terminé à ce moment-là. C'était en effet très important, je le signale, mais enfin c'est la période un peu avant, quoi. C'est fait. J'ai envie de dire c'est fait. Et en effet, c'est considérable puisque c'est disons que c'est ce qui peut annoncer dans le long terme un certain nombre de retentissements, notamment électoraux. Et ces années-là, j'y viens parce que raconte une défaite intellectuelle retentissante. Celle de la droite, on est au cœur des Radical 60s et de la droite, et la défaite de la droite intellectuelle. Absolument, absolument. Il y a une curiosité qui est d'ailleurs soulevée dans un article de Furet dès 1966, un article que je cite. Pourquoi n'est-ce pas Raymond Aron qui a été choisi comme la grande figure alors, c'est ce à cette année-là? Parce que je décris comment... il y a 4 monstres sacrés anciens qui sont Mauriac, Malraux, Aragon et Sartre, qui tiennent toute la vie intellectuelle. Et puis, il y en a 4 ou 5 qui émergent, qui sont Michel Foucault, qui publie Les mots et les choses, Lacan, qui publie les écrits, Roland Barthes, Althusser et Lévi-Strauss. Mais ce n'est pas la grande émergence de Raymond Aron qui aurait pu remplir ce rôle, et c'est en réalité beaucoup plus tard qu'il sera consacré comme la grande figure. Alors, c'était extrêmement passionnant, et puis là, on est au cœur de vos ouvrages, de vos enseignements. C'est quand même l'heure de gloire de ce que les Américains vont appeler la French Theory. C'est l'heure où elle s'impose. Oui, en effet, elle s'impose dans la vie intellectuelle et dans la vie universitaire. Bon, il y a un article très intéressant de Pierre Bourdieu, à la fin de 1966, où il souligne combien il s'agit d'une lutte de pouvoir à l'université, puisque n'oublions pas que 1966, c'est l'année de la réforme Fouché, qui crée l'université que nous avons toujours. Vous allez dire, le plan Fouché prépare mai 68. Le plan Fouché prépare mai 68 dans la mesure où il abolit l'année de propédeutique, c'est-à-dire la sélection à l'université. C'est ça qui est passionnant vraiment dans votre livre et qui traverse même votre œuvre, Antoine Compagnon. Et on comprend vraiment mieux, à un point que vous abordez déjà il y a 30 ans, un peu moins de 30 ans dans Le démon de la théorie, et que vous réabordez là vraiment explicitement dans ce livre. D'ailleurs, vous consacrez pas mal de chapitres à ça. Mais je reviens à cette idée de la défaite de Sartre. Vous dites bien Sartre perd, mais ce n'est pas Aron qui gagne. Et finalement, vous décrivez très bien un phénomène, c'est que l'idéologie meurt, et c'est la défaite de Sartre à ce moment-là, mais c'est la théorie qui domine et le refus des faits. Alors c'est la théorie qui domine. La philosophie du concept plutôt que la philosophie de la conscience.
Absolument. Donc il y a une perte de crédit de Sartre. Hein. Foucault dit « Nous en avons fini avec le 19e siècle, nous en avons fini avec Sartre ». Donc c'est une rupture très violente qu'il impose. Et cette rupture... Pourquoi Sartre perd à ce moment-là ? Sartre perd parce que... je pense que c'est la fin de la vogue de l'existentialisme. Et bon, c'est ce qu'on a appelé la mort de l'homme, aussi bien chez Foucault que chez Lévi-Strauss que chez Lacan. Et oui, c'est l'émergence de cette notion de structure qui l'emporte pour un certain nombre d'années. Est-ce que justement... en voulant rompre avec l'existentialisme, on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, vous me pardonnerez cette expression, c'est-à-dire qu'on a voulu rejeter les faits, l'empirisme, pour aller au concept et à la théorie pure, et est-ce qu'on n'a pas préparé à la relativisation des faits, et on n'a pas pavé la route au révisionnisme et aux vérités alternatives ? Ah, écoutez, là vous posez une grave question. Oui. Une grave question. Est-ce que c'était... Quelle est la responsabilité? Donc vous avez évoqué tout à l'heure cette expression de French Theory. Quelle est la responsabilité de la French Theory dans ce relativisme culturel qui s'est développé dans ces années-là? Bon, il s'est développé, je dirais, plus aux États-Unis qu'en France, comme nouvelle idéologie. En France, je crois que nous avons tout de même... Justement, en France, il y a eu un retour de Raymond Aron, un retour de grandes figures qui avaient été négligées à ce moment-là, comme Paul Ricoeur. Ils ont eu leur revanche quelques années plus tard. Je ne pense pas que nous ayons trop pâti en France de ce moment-là, comparé à ce qui s'est passé dans les universités américaines plus tard. Que doit le wokisme à ces années ? Que doit le wokisme à ces années ? Écoutez, moi je n'ai pas trop tendance à faire cette filiation entre la période du structuralisme et la période du wokisme. Je crois que c'est beaucoup plus lié à un retour... moi j'ai vu beaucoup plus un retour de la pensée américaine en France, à partir de l'intérêt pour les communautés, pour les diverses communautés. Nous avons été beaucoup sous l'influence de la pensée américaine. Alors on peut dire que c'est un retour de la French Theory. C'est ça, par les États-Unis. Ça a été la thèse qui a été développée dans la description du wokisme, justement. Oui, mais c'est revenu de l'Amérique. En France contemporaine, c'est vraiment sans grand lien avec ce qui s'est passé vers 66-70, disons. Vous évoquez également un point qui est passionnant, et notamment à travers le structuralisme et l'émergence du structuralisme, le rôle d'une école, d'un courant. J'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi ils ont consisté. Ça s'appelle les formalistes russes. Et vous dites, alors ça c'est intéressant en connaissant votre parcours, qu'ils ont essayé ils s'est intéressé à la fois à l'art et à la science. Alors les formalistes russes sont en effet une école très importante qui existait à la veille de la révolution de 1917 et qui ensuite ont été largement persécutés. Bon, celui qui est le plus célèbre, c'est Roman Jakobson, qui est parti en Tchécoslovaquie et puis aux États-Unis. Donc c'était l'idée d'étudier de manière formelle et scientifique la poésie et la littérature. Et alors ça a eu un grand destin, notamment dans les pays du bloc soviétique, puisque cela permettait de parler de littérature sans trop toucher aux idées. C'est comme ça que des gens comme Julia Kristeva ou Tsvetan Todorov ont pu parler de littérature avant de venir en France. Et ça permettait d'ignorer au fond, ce qu'il pouvait y avoir de trop sensible dans la littérature. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays-là, justement, ces courants passaient pour subversifs, mais... Pas subversifs politiquement. Pas subversifs politiquement, mais justement, c'est comme ils paraissaient pas subversifs politiquement qu'ils ont pu l'être. Ils pouvaient se développer. Ils ont pu se développer. Alors que, côté... en France, je vais
et de l'autre côté du rideau de fer, ces courants-là ont pu paraître plutôt comme de cheval de Troie, en tous les peut-être pas d'un certain marxisme, mais d'une forme de destruction de la pensée traditionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on touche à une grave question, qui est celle de l'influence des méthodes nées du formalisme dans l'enseignement secondaire. C'est ça. C'était des méthodes de l'enseignement supérieur. Et elles ont été translatées dans l'enseignement secondaire à partir de la poétique, de la narratologie. Et là, en effet, il y a eu... Je pense, un certain dommage qui a été fait à l'enseignement de la littérature à l'école secondaire, puisque ça permettait justement de parler de la littérature sans parler des valeurs, sans parler du goût, avec l'idée que c'était au fond plus égalitaire, qu'il y avait une petite arithmétique qui nous permettait de décoder un poème ou un roman sans trop toucher aux idées, aux valeurs qui pouvaient nous diviser. Et le résultat, beaucoup ont dit que cela a donné un certain assèchement de l'enseignement de la littérature au collège et au lycée. 1966, c'est la fin des humanités, dites-vous. La linguistique structurale remplace la version grecque et latine. Est-ce que c'est à mettre en rapport également avec la fin de la sélection? Oui, parce que dans la propédeutique, cette première année universitaire jusqu'à la réforme Fouché, la grande sélection était encore les langues anciennes. Et à la fin de la première année, on voyait, je donne les chiffres des résultats, ceux qui venaient des sections modernes du lycée avaient beaucoup moins de chances d'être sélectionnés pour l'université. Mais est-ce que c'est pas un renversement également? C'est-à-dire que jusqu'à présent, à la faveur de cet empire des humanités, c'était d'être cultivé, de connaître les Grecs et les Latins. Mon grand-père ingénieur connaissait des vers de Virgile par cœur. Et à partir de ce moment-là, c'est plutôt la science qui remplace la référence intellectuelle suprême par rapport aux humanités, par rapport à la littérature. Une nouvelle querelle des anciens et des modernes. Oui, est-ce la science? Moi, je dirais que c'est plutôt le business que la science. C'est plutôt les écoles de commerce. Est-ce qu'il n'y a pas que les deux? Il n'y a pas eu les deux? Écoutez, quand on voit ce qui s'est largement développé en France depuis cette période, c'est surtout tout l'enseignement des écoles de commerce, publiques, privées, etc., qui s'est largement développé. Dans les études scientifiques, je suis passé par des études scientifiques... Les plus prestigieuses. Et bien, il y avait justement le privilège d'avoir encore un enseignement littéraire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'un mot en quoi a consisté le scandale des paravents? Alors, le scandale des paravents, c'est la pièce de Jean Genet, qui est jouée à l'Odéon au printemps de 1966 et qui est une sorte d'allégorie de la guerre d'Algérie. Donc ça met en scène des soldats en Algérie. Ce n'est pas en Algérie, mais c'est tout de même en Algérie. Et ça a suscité une très violente protestation à l'Odéon, sur la place devant l'Odéon, et à l'intérieur du théâtre, où le spectacle a été interrompu. Et au premier rang des manifestants, il y avait à l'époque Jean-Marie Le Pen et le groupe Occident, Alain Madelin et un certain nombre d'autres. Et ça a donné lieu à un très beau discours de Malraux à l'automne 1966, au moment de la défense du budget de la culture pour 1967. Un certain nombre de députés veulent supprimer la subvention de l'Odéon en raison de la mise en scène des paravents. Et Malraux, à ce moment-là, se défend très bien. Il a repris de l'énergie alors qu'il était malade au printemps et absent, et il défend la liberté de l'Odéon. Et finalement, les députés retirent leur amendement et leur protestation et cèdent à Malraux. 1966, année mirifique. Antoine Compagnon, c'est chez Gallimard. C'est un livre absolument essentiel pour comprendre ce que furent ces années et ce qu'on a pu appeler la nouvelle révolution française. C'est chez Gallimard. Merci beaucoup Antoine Compagnon. On se retrouve demain, même heure, même endroit avec Anne-Emmanuel Isaac avec une émission spéciale sur la fin de vie.